Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. RFM. L'actualité. Au sommaire de cette édition, Ziguinchor, les familles d'accueil des ressortissants gambiens semblent débordées, mais on se débrouille avec les moyens de bord. Crise au Parti socialiste, Serigne Mbacké Ndiaye appelle le président Macky Sall à intervenir en tant que patron de la coalition Benno Bokk Yakaar, à laquelle appartient le PS. Il dénonce par ailleurs l'augmentation du nombre de députés. La politique à Louga, c'est la guerre entre frères apéristes, nous dit Abdoulaye Sambou. Les problèmes persistent dans les inscriptions pour l'obtention de la carte d'identité biométrique CEDEAO. Dans les départements de Rufisque et Canel, l'on se plaint. À Ouest-Foire, les populations dénoncent la reprise des travaux de construction d'une station-service dans leur quartier. Les chantiers avaient été arrêtés suite à une décision gouvernementale. L'actualité internationale, les titres. Bonjour, Sornana Tambaye. Bonjour Antoine Diouf. Au Mali, un peu plus de 24 heures après le sommet Afrique-France, les langues se délient. Des sources sécuritaires parlent de plusieurs arrestations des terroristes qui planifiaient des attaques à Bamako. En République démocratique du Congo, on se souvient de Laurent Désiré Kabila. Le chef d'État avait été assassiné le 16 janvier 2001. Les personnes condamnées dans cette affaire demandent à être libérées. Le journal de la CAN au lendemain de la victoire des Lions du Sénégal face à la Tunisie. Bonjour Sodakiam. Bonjour Antoine Diouf. Les grandes lignes. Le Sénégal rassure sa première journée face à la Tunisie. Les Lions occupent désormais la tête de la poule B. Entrée en lice aujourd'hui de la championne en titre, la Côte d'Ivoire. Les éléphants affrontent les éperviers du Togo. En deuxième heure, les léopards de la RDC face aux Lions de l'Atlas du Maroc. À suivre également la présentation des affiches avec Migui Maram Ndiaye, l'analyse avec Momar Thioune et souvenir de Cannes avec Lamine Dian. Et tout cela, ce sera aux alentours de 12h à 30 minutes. Mais notez la chronique de Diatou Cissé et la presse du jour. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ziguinchor fait partie des villes qui accueillent des familles gambiennes en ce moment qui fuient d'éventuelles hostilités militaires dans leur pays. Mais ici, toutes les conditions ne sont pas réunies dans les maisons pour mettre à l'aise les hôtes gambiens. La prise en charge nécessite beaucoup de moyens alors que certaines familles sont modestes. Reportage de notre correspondant Lamine Ba. Dans une petite chambre mal éclairée, une dizaine d'enfants dont les âges sont compris entre 2 et 15 ans suivent un film sur un petit écran suspendu au mur de la chambre. Tous ces enfants, garçons comme filles, viennent d'arriver de la Gambie. La plupart ne savent pas pourquoi ils se sont retrouvés subitement là. Mais à force de creuser, nous nous rendons compte que certains ne sont pas si innocents qu'ils le paraissent. Awa, l'eau. Est-ce que vous avez il faut faire un xeex laale suñ président bi moo tax ñu ñëw fii Yaya Jammeh. Dans la cour, les pleurs des plus petits se mêlent aux cris de leurs aînés qui jouent au ballon, ce qui met de l'ambiance dans cette petite maison située au quartier Kandialan. Le père de famille, un jeune adulte, nous fait savoir qu'il se débrouille avec les moyens du bord pour s'en sortir. Oui, des Gambiens. Oui, on a reçu des enfants qui viennent de la Gambie, nombre de 7 personnes. On est en train de débrouiller avec les moyens de bord qu'on a. Et c'est dur, mais on est en train de débrouiller vraiment. Là-bas en Gambie, c'est pas sûr de le laisser là-bas. Il en appelle à l'aide de l'État. Je ne suis pas salarié, je suis un simple commerçant. On demande l'État de nous aider. Dans la cour voisine, une femme d'environ 30 ans, son bébé dans ses bras, vient d'arriver elle aussi de Serekunda. Elle nous explique qu'elle est arrivée sans sous. C'est pourquoi elle est consciente d'ailleurs de la charge qu'elle va représenter pour sa famille d'accueil. Ziguinchor est rempli de familles qui arrivent de la Gambie. Les autorités sont interpellées pour venir en aide aux foyers d'accueil débordés par la situation. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. La convergence pour le désenclavement et le développement de la Casamance a peur qu'il y ait des conséquences graves pour la Casamance au cas où il y aurait une intervention militaire en Gambie. En conférence de presse, la CDDC remet sur la table la question de la construction d'une voie de contournement pour les populations du Sud, une priorité selon la structure. Les habitants de Ouest-Foire dénoncent la reprise des travaux de construction
construction d'une station-service dans leur quartier, des travaux qui avaient été arrêtés après la décision du gouvernement interdisant la construction de stations-service dans la région de Dakar. Ces populations se disent prêtes à tout pour faire face à ce promoteur. Leur porte-parole s'appelle Khalifa Babakar Diouf. Il est joint par El Hadj Ndiogou Diène. Le Premier ministre, depuis août 2016, avait fait une correspondance, donné injonction au ministre de l'Énergie de faire arrêter la construction des stations-service à travers tout le périmètre de la région de Dakar pour des questions de sécurité relatives donc aux menaces qui pèsent sur le Sénégal. Malgré cela, malgré cette correspondance, donc Aydon semble défier l'autorité et est en train de vouloir faire reprendre ses travaux. Oui. Et cela sans autorisation. C'est cette situation que nous voulons dénoncer, le fait qu'une société, Aydon, puisse défier l'autorité. Il est en train de creuser un canal dans le périmètre communal de Yoff. La mairie de Yoff n'était pas au courant. L'ONAS, qui est concessionnaire des canaux, n'est pas au courant. Aucune autorité, en tout cas administrative, censée avoir donné son avis pour quelconque travaux sur cette partie de terrain, n'a été informée. Les populations sont décidées à faire face, à se battre. Et cette fois-ci, nous ne pourrons plus retenir le mécontentement des gens. Nous avons essayé d'être corrects en adressant des correspondances à toutes les autorités pour leur faire entrevoir la situation que nous vivons. Mais il me semble que ce monsieur, c'est un hors-la-loi. Il défie l'autorité, il défie le Premier ministre, il défie donc tout le gouvernement parce que, dit-il, il est plus financièrement puissant. Sur RFM, au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Il est 12h07. L'actualité politique, Serine Bakenyaï est bien sensible à la crise que traverse le Parti socialiste. C'est son ancienne formation. Le leader de la convergence libérale et patriotique demande au président Macky Sall d'intervenir en sa qualité de patron de la coalition Benno Bokk Yakaar. En outre, Serine Bakenyaï n'est pas d'accord avec l'augmentation du nombre de députés. Il était l'invité d'RFM Matin, El Hadj Ndiogou Diène. La crise au PS préoccupe vivement l'ancien socialiste Serine Bakenyaï. Il s'en désole et interpelle le président de la République qui dirige la coalition Benno Bokk Yakaar. Ils sont dans une même alliance politique, quelles que soient les divergences à ce niveau-là. Le président a l'obligation au plan personnel d'intervenir entre les protagonistes. Si on n'arrive pas au retrait de la plainte qui a été déposée, c'est vrai, ça n'éteint pas l'action publique, mais la partie civile serait au moins réglée et il serait beaucoup plus facile de trouver une solution à cette crise-là. C'est-à-dire que ceux qui sont en prison puissent sortir de prison, que les poursuites soient arrêtées. Maintenant, qu'ils restent ensemble dans leur parti ou qu'ils se séparent, ça c'est leur affaire à eux. Serine Bakenyaï espère que son appel trouvera un écho favorable. Le leader de la convergence libérale patriotique se dit par ailleurs opposé à l'augmentation du nombre de députés. Il plaide plutôt pour une réduction. J'ai proposé qu'on ait 100 députés au Sénégal, dont les 10 élus à partir des Sénégal de l'extérieur. Qu'on mette même 20 au niveau du Sénégal, ça ne me dérange pas. Mais qu'on augmente le nombre de députés, ça me gêne énormément. Donc nous sommes pour la réduction, qu'on revienne à 100 députés. Le nombre élu pour les Sénégalais extérieurs importe peu. Au-delà de la réduction du nombre de députés, l'ancien porte-parole du président Abdoulaye Wade pense que les parlementaires doivent avoir des indemnités de session à la place de salaire. Parce que, souligne Serine Bakenyaï, parce que les députés ne doivent pas être payés à ne rien faire, souligne Serine Bakenyaï. Il n'y a pas assez de commissions d'inscription à Sébikotane et à Rufisque. Les responsables de l'APR qui ont noté ce fait réclament plus. C'est pour obtenir le maximum d'inscrits d'ici le mois d'avril. Explication Isidore Alexandre Sen. À Sébikotane, les inscriptions se déroulent, mais côté logistique, le représentant de l'automatisation du fichier note quelques problèmes. Bassirou Ndiaye, ces difficultés, c'est lié à des problèmes logistiques. Par exemple, la salle que vous voyez là, ce n'est pas une salle tellement adéquate pour faire ces opérations. Ça devait être une salle climatisée pour rafraîchir les machines. Pour le coordonnateur départemental de l'APR, il est impératif de multiplier les commissions. Oumar Gueye. Et si nous faisons une règle de 3 par rapport à là où nous devons aller à fin mars, il faut nécessairement augmenter les commissions et augmenter les machines. Il y a des commissions qui commencent à 8 heures. Nous avons même rencontré une commission qui travaille jusqu'à 20 heures. Mais leurs capacités d'inscription vont de 80 à 130. Il faut encore des efforts pour faciliter les inscriptions sur les listes électorales et l'obtention de la carte biométrique, renchérit le député de la CEDEAO et président du conseil départemental de Rufisque, Souleymane Ndoye. Constat quand même d'évolution, mais aussi de certains manquements constatés et de la prise en charge aussi de certaines personnes. Il va falloir encore mieux organiser
pour permettre aux élèves, aux étudiants d'avoir beaucoup plus de temps dans la mesure où, avec le rythme scolaire et tout ça, ils n'ont pas assez de temps. Le sous-préfet de la circonscription de la commune de Rufisque-Est fait le point des enrôlements dans sa zone des Madjigueniang. À Rufisque, il y a la présence de grands quartiers. Nous avons noté plus de 14 000 inscrits, donc à la date du 12. Il n'y a pas péril en la demeure. Toutefois, les citoyens attendent la démultiplication des lieux d'inscription, ce qui va à coup sûr diminuer le nombre que devant les commissions existantes. Isidore Alexandre Rufisque, RFM. À Matam, les problèmes persistent dans les inscriptions pour l'obtention de la carte d'identité biométrique CEDEAO dans la zone du Damga et de l'Auré où il y a 3 communes. Il n'existe pas de commission d'inscription jusqu'en ce moment. Matam Ali Bandelnian. Des Sénégalais qui peinent à accéder aux commissions d'établissement de la carte nationale d'identité pour l'inscription sur les listes électorales. La situation demeure très préoccupante dans le département de Kanel où il n'existe que 3 commissions. De Aouré à Bokiladji en passant par Dembankani jusque dans le Ferlo, aucune commission n'y a été envoyée pour permettre à ces populations de s'inscrire. D'où l'appel d'Alassane Baïtiam, le maire de Bokiladji, en tournée de mobilisation dans la zone. C'est tellement vrai que moi j'ai saisi l'administration, la préfecture, la sous-préfecture. Ils m'ont même dit qu'eux, ils ont fait le nécessaire parce qu'ils trouvent ça tout à fait dommageable, surtout dans ce contrée reculé où la route est difficile, que tu ne peux pas envoyer des populations de Demankani, de Bokiladji à Waoundé ou bien à Orkadjere pour environ 50 km. Arrivé là-bas, il n'y a pas d'eau à boire, compte tenu aussi de nombreuses populations qui font là-bas la queue. Ici, dans cette zone, Haouré, commune de Bokiladji, commune de Waoundé et de Demankani, c'est 100% Macky Sall. Je demande que le plus rapidement possible qu'on nous envoie une commission pour démarrer la confection des cartes électorales. Les possibles, impatiemment. Si l'on se bouscule à Orkadjere, à Waoundé, tout comme à Kanel, où des Sénégalais passent la nuit devant les commissions, ceux du Damga et de l'Auré attendent toujours. Interpellés, les autorités administratives locales renseignent que le niveau central a été déjà saisi de la situation. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Le ministre Maria Massar s'en prend à certains responsables de l'APR qui sont, elles, trompent le président Macky Sall en lui faisant savoir ou croire qu'il mobilise alors qu'il n'en est absolument rien. C'est lors d'un meeting à Kaolack que le ministre de la Femme a tenu ses propos. Vous entendrez la correspondance d'Ibrahima Diamé lors de nos prochaines éditions. À Louga, on est très loin de l'entente entre frères de parti. Dans le Ndiambour, les responsables apéristes sont dans des tiraillements énormes et chacun tente de se faire remarquer. Abdoulaye Sambou nous rend compte de cette situation qui caractérise l'APR à Louga. Correspondance. La ville de Louga s'est enrichie hier de nouveaux leaders politiques de l'Alliance pour la République. Le directeur national des domaines et président du mouvement Dolly Maki a rejoint la mouvance présidentielle à travers son meeting de rentrée politique. Il trouve sur le terrain Moustapha Diop, le ministre maire de Louga, Modou Mbéri Sila, honorable député et président du conseil départemental, la socialiste Aminata Benguiaï, ministre de l'élevage, Mamadou Lamine Gueye, directeur de Cori Microfinance, entre autres. Toutes ces personnalités se regardaient jusque-là en chien de faïence, ce qui d'ailleurs a poussé le premier ministre venu présider le meeting de rentrée politique de Mamadou Mamour Diallo à les inviter à l'unité. Boun Abdallah Djonna. Unité. Donc, président, loolu nga santaane fii ci Louga ndax Louga defe naa ne 2017 loo leen wax dañu ngeen ba pare 2019 loo leen wax Louga wokk na ba pare président Macky Sall jàll un deuxième mandat inchallah au premier tour. Des incidents qui ont émaillé ce meeting. Malik Maï, président du mouvement Conscience Citoyenne et membre de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar, de dire ceci. Ce que nous avons vu ici est inacceptable et impardonnable. Et je crois que la mouvance présidentielle doit se réveiller et savoir que les élections législatives prochaines ne seront pas une promenade de santé. C'est dans l'organisation et la discipline qu'on peut relever le défi. Et c'est propre à la philosophie du président de la République. Il reste à savoir si ces différents responsables vont travailler ensemble comme le veut le président Macky Sall. Abdoulaye Sambou Louga, Radio Futur Média. RFM 94.0, la radio en puissance. Le dossier du jour, c'est sur la vente de pain à Dakar, un business lucratif mais ô combien dangereux à cause des conditions d'hygiène qui entourent son écoulement.
Vous allez le voir, aussi bien dans les boutiques que dans les boulangeries, on se préoccupe très peu de la santé du consommateur. Mohamed Ali Mouba. Alioune Samb tient une échoppe. Il vend du café, quelques bonbons et du pain. Chaque matin, un groupe de clients s'attable chez lui. Au menu du petit déjeuner, pain, dambé, pain, thon, entre autres. Il y a une heure, 6h jusqu'à 11h midi. Seul hic, l'homme ne porte pas de gants, tout se fait à main nue. L'hygiène ne dérange pas trop apparemment. Vous savez, nous, on n'est pas responsable de cette situation. D'abord, nous livrons du pain et puis voilà. On fait ce qu'on peut par rapport à ça. On ne porte pas de gants, c'est vrai, mais bon, qu'est-ce qu'on peut par rapport à ça? Un de ses clients, Moudou, fataliste. C'est Dieu qui nous protège. Bon, vous savez, au Sénégal, le journalisme, il est là, on n'y peut rien. Nous quittons cette échoppe de la Médina pour la boulangerie où Alioune Samb et tant d'autres clients viennent s'approvisionner. Sur une petite place dans la rue, sur une bâche à l'air libre, des pains qui n'ont pas trouvé preneur. Ce sont les fameux restants. On est debout, sans gêne pour le tri. C'est pas compliqué, on vend la miche à 75 francs, la moitié moins. Salifou Sissoko, le contrôleur, est malien. C'est lui le maître des lieux, loin d'être ému. Il y a les gens qui sont ici, ils doivent mettre tout ça dans les sachets. Mais est-ce que vous vous souciez un peu de l'hygiène parce que c'est des gens qui mangent ça, on voit pieds nus? C'est ça c'est récent. Maintenant ça c'est récent, c'est des pains d'hier. Maintenant, on ne peut pas faire comme les pains normaux, on ne peut pas faire ça. Dans quelques heures, le chauffeur déjà sur place avec sa petite camionnette va convoyer tout ce pain vers Bambey. Ils vont servir. L'actualité internationale. Toutes nos excuses pour les propos que vous venez d'entendre. Sornana Tambaye, rebonjour. Rebonjour Antoine. Le Mali, pendant que le pays accueillait un sommet des terroristes ficelés, les rappelant. Juste avant le sommet Afrique-France, de présumés terroristes ont été arrêtés dans le nord du pays. D'après des sources sécuritaires maliennes, des personnes interpellées avaient des plans d'attaque de Bamako. Ces arrestations ont permis de découvrir que d'autres combattants emprisonnés organisaient de leur côté un plan d'évasion. Les présidents Ibrahim Boubacar Keïta et François Hollande ont estimé que c'était un pari d'organiser une rencontre internationale au Mali où la situation sécuritaire est précaire. Au Burkina Faso, le pays se souvient des attentats terroristes un an après. C'était le 15 janvier 2016. 3 terroristes avaient attaqué le café Cappuccino, le Splendid Hotel et le bar Taxi Brousse. Les attaques successives avaient fait 30 morts. Le président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré, son gouvernement et les diplomates en poste à Ouagadougou ont participé à la cérémonie de commémoration. En dehors de ces personnalités, plus de 1000 personnes étaient présentes. Une stèle où sont inscrits les noms des 30 victimes a été érigée. Nigeria, un attentat fait plusieurs morts et des blessés. Alors Antoine, le drame s'est produit sur un campus universitaire de Maïdougouri, bastion de Boko Haram. On compte 3 morts et 15 blessés. L'attentat aurait été commis par une jeune fille au moment de la première prière du jour dans une mosquée de l'université. Peu avant cela, une adolescente d'environ 12 ans avait été tuée. L'engin explosif attaché à son corps a explosé alors qu'elle tentait de pénétrer dans le campus. En Guinée maintenant, la recrudescence des viols commis sur les femmes et les filles inquiète. Plusieurs ONG locales haussent le ton et demandent justice. Certaines de ces organisations pensent que l'impunité est un facteur aggravant. Conakry, nous retrouvons Zakaria Kamara. Le phénomène prend de l'ampleur et pour se faire une idée, il faut approcher les ONG. Le constat est alarmant. Il y a plus en plus de viols en Guinée, et surtout au niveau des enfants. Binta Anne est présidente de la fondation du même nom pour les femmes et les enfants. On a vu des petites filles de moins de 10 ans qui ont été violées par des personnes qui ont une quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Certains violeurs bénéficient d'une protection à cause de leur lien avec leurs victimes.
Moussa Yeroba, président de l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Les pesanteurs socio-culturels aidants, quand ça se passe dans une famille, on a plus tendance à couvrir la personne. Surtout quand c'est entre cousins et cousines, on ne veut pas éclabousser la famille. On préfère garder le criminel, le couvrir, même s'il risque de violer d'autres fillettes. Journaliste, activiste, Moussa Yero a organisé plusieurs activités contre la violation des droits des femmes. Dans son carnet, des cas de viol qui n'épargnent aucun âge. On a vu un cas à Pita, quand vous en parlez, ça sort de l'ordinaire, un bébé de 9 mois qu'on a tenté de violer. Heureusement, le criminel n'est pas parvenu. Il y a 4 cas récemment du côté de Koya. Les 2 fillettes de 9 ans qui ont été enlevées à Bolbini et violées à Koya, elles avaient 9 ans. Il y a 2 fillettes, l'une de 6 ans, l'une de 4 ans. Celle de 4 ans a été violée par un adulte de 46 ans, vous vous imaginez? Le viol est condamné en Guinée et l'auteur passible de peine de prison d'au moins 5 ans selon la gravité des faits. Mais pour les défenseurs des droits des femmes, des efforts restent à faire sur le plan juridique. Il y a quelque temps, une députée guinéenne proposait de castrer tout homme qui se rendrait coupable de viol de femmes. Conakry, Zakaria Kamara pour RFM. Sornanata, allons en République démocratique du Congo où Laurent Désiré Kabila a été tué en 16 janvier, c'était en 2001. C'est cela, Antoine. 16 années se sont écoulées après l'assassinat de ce chef d'État. Durant tout ce temps, le procès n'a pas été clos et toutes les personnes condamnées se disent victimes de séquestration. Daoud Diouf. En commémorant ce 6e anniversaire, les personnes condamnées dans l'assassinat du président Kabila doivent être libérées immédiatement et sans condition, selon les délégués aux négociations directes sous l'égide de l'Église catholique. Pour eux, cela est conforme à la décision de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour Maître Georges Kapalanga, coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, je cite, la République démocratique du Congo, qui est membre de l'Union africaine, membre aussi de la Commission des droits de l'homme, avait l'obligation de s'assurer de la tenue régulière du procès. Comme elle ne l'a pas fait, ces personnes ont droit de couvrir leur liberté et si l'État congolais a des raisons de considérer qu'il y a eu quand même des faits pour lesquels il faut une instruction, celle-ci devra être reprise à zéro, mais en respectant les standards d'un procès juste et équitable. Fin de citation. Mais pour le moment, toutes ces personnes doivent être relaxées. Il faut dire que 48 personnes croupissent encore en prison à Kinshasa et à Andena. Ces personnes se disent victimes d'une séquestration injuste pendant 16 ans. Ils ont aussi dit qu'ils assistent impuissamment à la mort de certains d'entre eux. En République démocratique du Congo, toujours Antoine, les médias fermés n'ont toujours pas rouvert. Pourtant, c'était l'une des mesures de décrispation prévues par l'accord signé le 31 décembre sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo pour le président de l'Union nationale de la presse congolaise. Il s'agit d'une violation de l'accord. Sornana Tambaye, merci pour cette page internationale. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour, c'est avec Diatou Cissé. La vente de produits toxiques ne fait l'objet d'aucune réglementation à Numbelan, serait-on tenté de dire. Pour vous en convaincre, faites un tour sur l'avenue Président Lamine Gueye et vous verrez à chaque coin de rue des vendeurs de produits hautement dangereux destinés à nous débarrasser des cafards, des blattes, des souris et autres rats, ces colocataires indésirables. Ces produits, exposés sur des chariots, décorés de photos agrandies des bêtes qu'ils sont censés foudroyer, sont vendus librement sur la voie publique. Le plus surprenant, c'est que dans le même rayon, vous avez le vendeur de raticides, le vendeur de café, le vendeur de noix de coco, côte à côte, sans que cela ne soulève aucun émoi, aucune inquiétude. À Numbelan, ces produits hautement toxiques sont vendus au détail dans la rue, comme on y vendrait des cacahuètes. On peut en trouver partout, colportés qu'ils sont de quartier en quartier, et même dans la circulation, par des vendeurs pas toujours au fait du caractère extrêmement dangereux de leurs marchandises. Le phénomène n'est certes pas nouveau. Ce qu'il est par contre, ce sont les modes de présentation. Tenez-vous bien, certains, pour mieux appâter les blattes et autres rongeurs, mélangent ces poudres de la mort à du pop-corn, du mbouraké ou à des biscuits fourrés. Admettez qu'à 1000 lieues, cela sent le danger de mort, pas seulement pour les rongeurs, mais aussi potentiellement pour les humains, particulièrement les enfants. Le risque est grand et multiforme.
Ces produits sont très souvent revendus par des gens ne sachant ni lire ni écrire pour bien comprendre les précautions d'usage liées à leur manipulation. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui vont indiquer à d'autres acheteurs analphabètes comment utiliser ces poisons. Passons sur les notices en anglais ou traduits dans un français scabreux. Passons également sur la possibilité d'en faire un usage peu avouable sans laisser de traces. De plus, ils viennent très souvent de Chine, si peu regardantes au respect des normes pour les produits destinés à l'Afrique. Il y a encore une défaillance dans le système. Pourquoi laisse-t-on ce commerce prospérer? Comment est-il possible dans un pays organisé de laisser vendre des produits si toxiques sans aucun encadrement? Pourquoi ces revendeurs ont-ils pignon sur rue comme s'ils vendaient de simples bananes? Qui contrôle la conformité des produits toxiques vendus au Sénégal? Comment peut-on laisser des revendeurs fabriquer leur propre appât avec des aliments dont les enfants particulièrement raffolent? C'est vrai qu'à Noumbelane, plus que partout ailleurs dans le monde, il faut chaque jour s'en remettre à Dieu dans ce laisser-aller généralisé. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. Du football que du foot ce matin pour se mettre en train normal. Il y avait match hier entre Aigle de Carthage et Lion du Sénégal. La situation a tourné court pour les premiers. Les Gaïnéniais ont vaincu les Aigles 2-0. Et pourtant, ce matin, les confrères ne sont pas aux anges. Pas tous en tout cas. On est partagé entre inquiétude et soulagement. Inquiétude pour la suite de la compétition. Soulagement d'avoir échappé à une humiliation. Tellement la victoire des Lions rappelle celle du roi Pyrrhus dont l'armée essuya de lourdes pertes avant de venir à bout des Romains. C'était quelques siècles seulement avant la naissance du Christ. Passons donc. Tout cela pour dire que les 2-0 du Sénégal ont été obtenus au prix d'un énorme sacrifice. Dans la douleur soufflent les échos. L'art de vaincre sans convaincre résume d'une formule le journal Enquête. Une victoire aigle d'où joue le quotidien. Une victoire laborieuse, insiste Vox Populi. Selon le journal Enquête, les Lions ont dû leur salut à la bonne prestation de leur portier Abdoulaye Diallo. Aliou Cissé tempête dans l'Observateur. Je n'ai pas aimé les erreurs individuelles, dit-il. Karamodj, c'était difficile. Yao Baldé en colère pour avoir été remplacé. Mais les autres confrères ne sont pas d'accord. À commencer par l'Observateur qui souligne que l'essentiel a été fait. Les Lions ont reçu un coup selon la tribune plus enthousiaste. Le Soleil constate que les Lions du Sénégal ont déplumé les Aigles de Carthage. C'est la première victoire contre la Tunisie depuis plus de 28 ans, concède le Témoin. Commentaire de sucré salé, on choisit la victoire à la place du beau foot. Hier, relève le biétiste, les Lions ont eu 2 occasions franches à Franceville qu'ils ont transformées. Bravo donc, s'exclame le confrère. Les 14 autres millions d'entraîneurs qui peuplent les salons sénégalais vont disséquer le match et trouveront des failles, bien sûr, qu'il faut corriger avant d'affronter les Zimbabwe, qui a fait bonne figure devant l'Algérie. En fait, relève le confrère, on s'en fout pas au-dessus du spectacle et du beau jeu quand on supporte une équipe, c'est vrai, mais l'essentiel est de gagner, n'est-ce pas? Henri Kasperzak moque le confrère. Le président Sall a, en tout cas, lui, relève le Soleil, félicité les Lions du Sénégal. Le président du Sénégal, Macky Sall, a jubilé dès la pause. Il a enregistré une vidéo dans laquelle il dit Mbarawaki bravo aux Gaïnégaï à qui il demande de persévérer dans l'effort. Bureau politique du Parti socialiste de samedi, le fossé se creuse davantage entre Khalifa et ses camarades socialistes. Le maire de Dakar et compagnie ont refusé de prendre part à la réunion. Pour le porte-parole du Parti socialiste Abdoulaye Wilane, ils sont incapables de soutenir un débat. Selon Vox Populi, le Parti socialiste ferme la porte du dialogue. Serigne Mbaye Thiam durcit le ton. Wilane vole dans les plumes de Khalifa. Et puis Gambi Barrow se réfugie au Sénégal en attendant son investiture. Sur décision de la CEDEAO, souligne Vox Populi, le président élu de la Gambie est gardé au Sénégal. Il est à l'abri, trouve le quotidien. Macky héberge Barrow, constate l'AS. Vox Populi souligne par ailleurs cette fuite massive de Gambiens et Sénégalais résidant en Gambie. C'est par centaines qu'ils quittent le pays du dictateur.
À Banjul, le relève enquête Diamé qui continue de manœuvrer joue la montre et invite la CEDEAO à lui envoyer des juges à la Cour suprême de son pays. Libé raconte quant à lui les 2 heures de dérive de Diamé devant les négociateurs de la CEDEAO. Le despote gambien a qualifié de faux les résultats de l'élection présidentielle et demandé un nouveau scrutin. La CEDEAO se donne 4 jours selon le journal L'Observateur pour trouver une solution politique. Plus de 500 réfugiés gambiens enregistrés à Bignona. Bonne lecture à tous. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Antoine Diouf. Ziguinchor, les familles d'accueil des ressortissants gambiens semblent débordées. L'on se débrouille avec les moyens du bord. Crise au Parti socialiste. Serine Bakenya appelle le président Macky Sall à intervenir en sa qualité de patron de la coalition Benno Bokk Yakaar à laquelle appartient le PS. Il dénonce par ailleurs l'augmentation du nombre de députés. La politique à Louga, c'est la guerre entre frères apéristes. Abdoulaye Sambou nous a parlé de la situation qui prévaut dans le Ndiambour. Les problèmes persistent dans les inscriptions pour l'obtention de la carte d'identité biométrique CEDEAO dans les départements de Rufisque et Canel. L'on se plaint. Et puis à Ouest Foire, les populations dénoncent la reprise des travaux de construction d'une station-service dans leur quartier. Les chantiers avaient été arrêtés suite à une décision gouvernementale. Sodetiam, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Le journal de la CAN, ce sera dans quelques